Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et notre nouvel ami, le professeur Jiang Shuichin, est avec nous. Bienvenue, professeur. Salut Nima. Et c'est la première fois que vous participez à ce podcast. Je sais que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent grâce à vos vidéos YouTube, ces conférences extraordinaires que j'ai récemment découvertes. J'ai été impressionné par les informations, la sagesse qu'elles contiennent, et par la manière dont vous reliez les faits historiques à ce qui se passe aujourd'hui et à ce qui pourrait se produire à l'avenir, à la lumière de toute cette histoire. Alors Jiang, que se passe-t-il en ce moment à la suite de cette guerre dévastatrice en Ukraine, qui a littéralement détruit le pays? Et maintenant, nous avons une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ce n'est pas comme les guerres entre les États-Unis et l'Irak ou l'Afghanistan. Ces pays n'avaient pas autant de puissance pour riposter. Là, il s'agit de l'Iran. C'est différent en termes de taille du pays, de population et de puissance militaire. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle au Moyen-Orient? D'accord. Nous sommes donc actuellement en pleine Troisième Guerre mondiale. Cela ne fait qu'une semaine, mais cette guerre entre les États-Unis et l'Iran ne peut que s'intensifier avec le temps. Aujourd'hui, des rumeurs circulent en ligne selon lesquelles la 82e division aéroportée de l'armée américaine aurait reçu des ordres de déploiement. Ils ont interrompu leurs exercices d'entraînement et il est possible qu'ils soient envoyés au Moyen-Orient très bientôt, peut-être dans les prochains jours. L'utilisation de troupes terrestres contre l'Iran marquerait une escalade massive. Pour l'instant, il s'agit principalement d'une guerre aérienne, où les États-Unis et Israël disposent de la suprématie aérienne, ce qui signifie qu'ils peuvent frapper l'Iran à volonté. Comme les coûts sont limités, même si l'Amérique et Israël subissent des pertes, elles ne sont pas très nombreuses. Ils essaient d'éviter autant de pertes que possible afin de pouvoir, en théorie, se retirer de cette guerre. Mais dès que des troupes terrestres entrent en Iran, il devient impossible de se retirer et la guerre ne peut que s'intensifier. Un tournant majeur de ce conflit sera donc l'engagement de troupes au sol. Si des troupes terrestres sont déployées, alors nous serons dans la Troisième Guerre mondiale. Et cela marquera la fin du monde tel que nous le connaissons. Une guerre terrestre entraînerait très probablement d'autres acteurs. Elle pourrait impliquer le CCG, elle pourrait impliquer les Européens et elle impliquera certainement la Russie. Cela pourrait même impliquer la Chine, ainsi que la Corée du Sud et le Japon. Rappelons que le détroit d'Ormuz fournit la majeure partie du pétrole aux économies asiatiques, le Pakistan, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. En fait, le détroit d'Ormuz assure environ 75% des besoins pétroliers du Japon. Le Premier ministre japonais Takeuchi a déclaré que si cette guerre se poursuit et que le détroit d'Ormuz reste fermé, le Japon sera à court de pétrole dans environ 8 mois. On peut donc imaginer la panique au sein du cabinet japonais, qui se prépare à intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce conflit, que ce soit sur le plan diplomatique, économique ou même militaire. La Corée du Sud pourrait également devoir intervenir. Le détroit d'Ormuz est véritablement un carrefour du monde. C'est le centre de tout le commerce mondial. Et si le détroit d'Ormuz reste fermé à cause de cette guerre, cela finira par entraîner le monde entier. Vous avez mentionné plus tôt la guerre en Ukraine. Et d'un point de vue géopolitique, cette guerre en Iran découle en réalité naturellement de celle-là. Car si la Russie remportait la guerre en Ukraine, elle contrôlerait environ un tiers des glucides mondiaux. La Russie, si elle le souhaitait, pourrait affamer le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe.
Sans la nourriture ukrainienne et l'énergie russe, les Européens souffrent économiquement. Ainsi, pour que l'Europe survive, elle doit obtenir son énergie du Moyen-Orient. Ce que l'Amérique essaie de faire, c'est de contrôler le Moyen-Orient en étranglant l'Iran à mort. À bien des égards, cette guerre en Iran est une réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. La Russie domine complètement le champ de bataille en Ukraine. La guerre y est essentiellement perdue. Ainsi, si l'Amérique parvient à gagner cette guerre en Iran, elle contrôlera les approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient et l'ensemble du commerce mondial. Il existe cette idée d'un cœur continental eurasien, une grande alliance entre la Russie, l'Iran et la Chine, avec l'Iran comme point pivot. Si l'Iran venait à s'effondrer, l'Amérique pourrait encore contrôler le commerce mondial et le pétrodollar resterait la monnaie dominante du monde. C'est donc véritablement une lutte à mort pour l'Empire américain. Et c'est pourquoi, à bien des égards, l'Amérique n'a désormais plus d'autre choix que de s'engager totalement et d'envoyer des troupes au sol. Je pense que la vision d'ensemble de la région est importante. Je sais que vous avez parlé de l'État d'Israël et de l'agenda des États-Unis avec Israël, mais d'après ce que vous avez vu jusqu'à présent, vous savez, nous avons eu le cas du Venezuela, où les États-Unis, sous Donald Trump, sont intervenus en disant « Nous contrôlons le Venezuela ». Et en ce moment, dans l'une des dernières interviews sur Fox News, ils tiennent le même discours. Nous devons contrôler le pétrole en Iran. Vous voyez tout le concept. Comment percevez-vous l'idée du Grand Israël et celle du contrôle du pétrole? D'accord. Donc, Israël, depuis sa fondation en 1948, a toujours eu une mission messianique visant à rétablir le royaume de David. Le royaume de David, il y a 3000 ans, était un empire cosmopolite qui contrôlait tout le Moyen-Orient depuis sa position stratégique au Levant. Et Israël veut rétablir ce royaume. Les Israéliens croient également que le projet du Grand Israël est ce que Yahvé, leur Dieu, a promis à Abraham, leur grand ancêtre. Si vous regardez le projet du Grand Israël sur une carte, si vous le cherchez simplement sur Google, vous verrez qu'il englobe tout le Moyen-Orient. Les ambitions territoriales des Israéliens sont donc immenses. Le Grand Israël s'étend du Nil à l'Euphrate, ce qui signifie qu'Israël devrait finalement aller conquérir l'Égypte une fois que cette guerre en Iran se sera apaisée. Il faudra également conquérir l'Arabie saoudite. Et certains Israéliens fanatiques parlent même de vouloir s'emparer de la Mecque et de Médine. Le projet du Grand Israël inclut aussi des parties de la Turquie. Et déjà, les Israéliens parlent de la Turquie comme d'une menace. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre d'Israël, est la personne la plus susceptible de succéder à Benjamin Netanyahou lorsqu'il se retirera de la scène politique, affirme que la Turquie est le nouvel Iran, n'est-ce pas? L'idée donc est d'écarter l'Iran, puis de s'en prendre à la Turquie. D'accord? Ainsi, la Turquie est à l'ordre du jour, tout comme l'Arabie saoudite. Et en réalité, si l'on observe la manière dont Israël mène actuellement cette guerre en Iran, il cherche en fait à détruire autant que possible le Moyen-Orient. On assiste à un bombardement massif, à saturation, en Iran. Ainsi, Israël essaye de détruire la capacité des Iraniens à faire fonctionner un État, à fournir des services de base à sa population, ainsi que la capacité militaire de l'État, afin que lorsqu'ils mettront en place le projet du Grand Israël, l'Iran ne soit plus un facteur. Ils tentent de diviser l'Iran en enclaves ethniques qui se feront la guerre entre elles, et des agents du Mossad entreront en Iran pour soutenir différentes factions. C'est la stratégie du « diviser pour régner » que l'Empire britannique utilisait pour contrôler la majeure partie du monde. Mais si l'on regarde ce qui se passe en ce moment, il y a des discussions, des rumeurs,
selon lesquelles bon nombre de ces attaques de drones contre les pays du CCG seraient en réalité de fausses opérations du Mossad. Donc, il y a ce drone qui a attaqué l'Azerbaïdjan et le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré « Oh, pourquoi les Iraniens nous attaquent-ils? Nous allons lancer une invasion terrestre de l'Iran. » Et les Iraniens ont répondu « Ce drone ne vient pas de chez nous. » Il y a donc des rumeurs selon lesquelles ce serait le Mossad qui aurait lancé cette attaque de drone contre l'Azerbaïdjan afin de provoquer une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Ensuite, il y a eu ces attaques contre les installations pétrolières saoudiennes qui ont conduit Saudi Aramco, le fournisseur national de pétrole en Arabie saoudite, à arrêter sa production. Au départ, il a été rapporté que les Iraniens avaient frappé ces installations pétrolières. Mais ensuite, les Iraniens sont sortis en disant « Ce n'était pas nous. Pourquoi attaquerions-nous les installations pétrolières du CCG? Si nous faisions cela, cela pousserait le gouvernement saoudien à attaquer nos propres installations pétrolières. Donc, nous ne ferions pas ça. » Et maintenant, certains rapports indiquent que les attaques conjointes contre les installations pétrolières saoudiennes provenaient en réalité du Liban, de l'Ouest plutôt que de l'Est. Les gens soupçonnent donc qu'il s'agit d'un autre faux drapeau israélien, destiné à provoquer un conflit au sein du CCG et à entraîner l'Arabie saoudite dans la guerre, afin que l'Iran détruise les installations pétrolières saoudiennes. Et puis, il y a Tucker Carlson, qui, il y a quelques jours dans son émission, a révélé quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit que des responsables qataris lui avaient confié en privé qu'ils avaient arrêté 2 agents du Mossad soupçonnés de sabotage au Qatar. Le gouvernement qatari a démenti cette information et nous ne saurons probablement jamais la vérité. Mais il est logique que le Mossad cherche à saboter ou à infiltrer le CCG autant que possible. Car, tout d'abord, il considère le CCG, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, comme des concurrents potentiels. Mais ils essaient aussi d'élargir cette guerre autant que possible afin de faciliter la réalisation du projet du Grand Israël. Voilà donc la situation actuelle en Iran et au Moyen-Orient. Vous savez, nous assistons à un conflit entre 2 forces, l'une venant de l'Est et l'autre de l'Ouest. Ces 2 forces s'affrontent. L'une n'est pas vraiment désireuse de se battre. Je parle de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Dans l'ensemble, elles veulent communiquer. Elles ont commencé à dialoguer avec les États-Unis et poursuivent ces négociations en essayant de faire de leur mieux. D'un autre côté, le comportement des États-Unis ressemble beaucoup à celui de l'Empire britannique dans ces dernières années. Ils veulent tout dominer, forcer tout le monde à se soumettre. Comment voyez-vous ce grand jeu, ce jeu des grandes puissances, se dérouler dans la région? Exactement. Comme vous le soulignez, l'Amérique est désespérée. Elle est anxieuse. Elle a peur que son empire s'effondre et par conséquent, elle s'en prend au reste du monde. Vous savez, quand l'Amérique a remporté la guerre froide, le monde entier a célébré. Souvenez-vous de la chute du mur de Berlin, de la jubilation, de l'exaltation des Allemands lorsqu'ils ont pu être réunifiés en tant que peuple. Il y avait un grand espoir dans les années 1990 que l'hégémonie américaine mènerait à une Pax Americana, une ère de paix et de prospérité pour tous. Et dans l'ensemble, c'était vrai. Je veux dire, si vous étiez en Europe, dans la sphère anglophone, ou en Chine, alors oui, vous avez connu une très bonne période. Mais malheureusement, l'Amérique a commencé à devenir corrompue et arrogante. Après le 11 septembre, elle a lancé ses guerres au Moyen-Orient sans raison particulière. Détruit l'Afghanistan en tant qu'État-nation viable, détruit l'Irak, qui dans les années 1980 était une nation florissante, prospère et de classe moyenne. Elle a détruit la Libye, détruit la Syrie.
encore une fois, sans raison particulière. Et ainsi, l'Amérique a commencé à devenir ce tyran au Moyen-Orient, essayant d'imposer sa propre vision du monde, d'accord? Et puis il y a eu cette corruption massive qui a conduit à la grande crise financière de 2008, laquelle a presque fait s'effondrer l'économie mondiale tout entière. Ce qui s'est passé, c'est que, comme l'Amérique était la seule hégémonie, la plupart des pays du monde y envoyaient leurs investissements, et Wall Street est devenu le nœud le plus puissant. Aux États-Unis, cela a conduit à la financiarisation de l'économie, si bien que le pays a délocalisé sa production, principalement vers la Chine, et s'est concentré sur les services financiers. Cela a entraîné la spéculation, le jeu, les actifs risqués, comme les produits dérivés. Et en fin de compte, tout cela a implosé lors de la grande crise financière de 2008. Et non seulement personne n'est allé en prison pour tous ces crimes et délits, mais en réalité, l'industrie financière a réussi à consolider son pouvoir politique sur l'Amérique. Cela a conduit à une inégalité massive, où si vous êtes une personne ordinaire, le rêve américain n'existe plus pour vous. Vous ne pouvez plus vous permettre d'acheter une maison. Vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir une famille. Vous ne pouvez plus vous permettre de prendre votre retraite. Cela a conduit à une inégalité massive. Cela a aussi conduit à une corruption massive, où Washington a été complètement récupéré par l'élite financière, où les démocrates et les républicains servent tous deux l'élite financière de Wall Street. Et la troisième conséquence, c'est que cela a mené à la complaisance, à l'arrogance. L'Amérique ne fabrique plus rien, elle invente simplement des choses. En somme, l'Amérique est devenue un pays imaginaire. Donc oui, l'Empire américain n'était pas durable. Mais en même temps, l'Empire américain possède encore la plus grande armée du monde. Et les Russes ont été les premiers à défier l'hégémonie mondiale américaine en envahissant l'Ukraine. Et à ce moment-là, les Américains ont fait trois choses, n'est-ce pas? La première chose qu'ils ont faite a été de sanctionner la Russie, ce qui signifiait que celle-ci ne pouvait plus commercer avec qui que ce soit via le système SWIFT, l'architecture financière du monde. Les Russes ont été exclus de SWIFT. La deuxième chose qu'ils ont faite relevait du pur vol. 300 milliards de dollars d'actifs russes ont été saisis par les Européens et les Américains. Ces 300 milliards restent toujours gelés dans les banques européennes. Il y a quelques mois, les Européens discutaient de la possibilité d'utiliser cet argent russe confisqué pour financer la guerre en Ukraine. Et la troisième chose que les Américains ont faite a été de bloquer, ou plutôt de demander à l'Europe d'arrêter d'acheter l'énergie russe bon marché. Nous savons exactement ce qui s'est passé ensuite, d'accord? Le gazoduc Nord Stream a été détruit et l'Allemagne a été contrainte de payer 50% de plus pour ses besoins énergétiques, en achetant du gaz naturel liquéfié aux Américains. L'économie allemande s'est donc pratiquement effondrée, n'est-ce pas? En usant de ses pouvoirs impériaux, ce que l'Amérique a fait n'a pas vraiment été de détruire la Russie. En réalité, l'Amérique a détruit sa propre réputation, n'est-ce pas? Parce que si vous pouvez simplement voler l'argent que les gens déposent dans vos banques, plus personne ne fera confiance à vos banques. Et cela a entraîné une dégradation massive de la puissance de la monnaie américaine, le dollar américain. L'Amérique a cannibalisé ses propres alliés. L'Europe s'est effondrée économiquement. L'Allemagne souffre vraiment, terriblement. Et cela a vraiment encouragé le monde à se dresser contre l'Amérique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après la guerre russe. L'aura d'inviolabilité et d'invincibilité de l'Empire américain a commencé à se fissurer. Ensuite, certains pays d'Afrique ont cherché à devenir autosuffisants. Ils voulaient la souveraineté nationale sur leurs propres ressources. Alors ils ont expulsé les puissances coloniales françaises. Ils ont chassé l'armée française. C'est ainsi que cela s'est produit, n'est-ce pas?
Et nous voyons ce phénomène partout dans le monde. Sous Trump, la réponse consiste à montrer au monde que l'Amérique reste l'hégémon mondial et qu'elle n'a pas d'adversaire à sa hauteur. Et c'est pourquoi nous avons assisté à l'enlèvement du président Maduro du Venezuela, ce qui constituait une violation flagrante du droit international. Ce fut une humiliation totale pour l'État-nation vénézuélien et pour son peuple. Et puis bien sûr, souvenez-vous qu'ils ont exhibé Maduro dans les rues de New York comme s'il s'agissait d'un prisonnier de guerre capturé. C'était humiliant pour lui aussi. Après le Venezuela, bien sûr, il y a eu cette guerre en Iran. Et cette guerre en Iran visait encore une fois à montrer au monde que l'Amérique avait toujours la main, que l'Empire américain ne pouvait pas être remis en cause. Et maintenant, cela leur a un peu explosé au visage. Mais c'est le contexte dans lequel cette guerre a commencé. Je pense que pendant de nombreuses années, avec l'héritage de l'Empire britannique, vous savez, tous ces États arabes sont le produit de l'Empire britannique. Et ensuite, on voit les bases américaines dans ces pays. Prenez un pays comme l'Arabie saoudite, dont le budget de la défense est plus de 10 fois supérieur au nôtre. Et pourtant, ils ne sont même pas capables de se défendre eux-mêmes. Ils ont besoin de bases américaines sur leur propre territoire. Alors, qui sont ces États arabes? Et quel est leur agenda? Parce que jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu, il ne s'était même pas écoulé 7 ou 8 jours depuis le début de ce conflit entre l'Iran et les États-Unis, que cette guerre avait déjà dévasté toutes ces bases américaines dans le Golfe Persique. Et c'est pourquoi le système d'alerte précoce en Israël ne fonctionne plus comme avant le début de la guerre. Ils sont d'une certaine manière aveugles maintenant, incapables de prévoir les missiles atteignant Israël. D'un autre côté, vous avez mentionné quelque chose de très important, l'invasion terrestre en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une interview accordée à MSNBC, a déclaré « Nous sommes prêts pour eux ». Alors, comment voyez-vous l'ensemble de la situation au Moyen-Orient? Et le fait que cette guerre n'est plus un jeu, c'est une guerre qui tue des gens. Et D'accord. Donc tout d'abord, il est important de comprendre que ces pays du CCG sont des constructions artificielles issues de l'Empire. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Toutes ces nations sont nées à cause de l'Empire britannique. L'Arabie saoudite, la Maison des Saouds, ils ont été placés au pouvoir par les Britanniques comme contrepoids à l'Empire ottoman. C'était le grand jeu. L'Empire britannique a installé ses marionnettes dans différents pays du Moyen-Orient parce qu'il savait que ces pays possédaient d'immenses réserves de pétrole et que ce pétrole serait la grande richesse du XXe siècle. Tout avait été planifié à l'avance. Donc, toutes ces monarchies, elles doivent leur pouvoir, elles doivent leur allégeance à l'Empire, n'est-ce pas? Après la chute de l'Empire britannique, l'Empire américain l'a remplacé. Et ensuite, l'Empire américain a maintenu une sorte de relation de vassalité avec les États du Golfe. Cela a très bien fonctionné pour ces États du Golfe, car ils étaient sous la protection de l'armée américaine. À cette époque, pendant la guerre froide, leur adversaire était l'Union soviétique. Et à cause de la destruction mutuelle assurée, ces deux pays n'allaient pas se faire la guerre. Ainsi, les pays du Moyen-Orient pouvaient vendre du pétrole à tout le monde sans avoir à payer pour leur défense. Et ils gagnaient des milliards, des billions de dollars simplement en vendant du pétrole. C'était comme le meilleur marché du monde. Cela a permis à ces pays du CCG de se développer, d'augmenter leur population, de construire des villes. Mais le problème de ces nations du CCG, c'est qu'elles ne possèdent pas réellement les fondations de véritables États-nations. Elles n'ont pas accès à l'eau douce. Environ 60% de leur eau provient d'usines de dessalement.
Elles n'ont pas accès à leur propre nourriture. Elles en importent environ 89% de l'étranger. Et elles n'ont pas une population autochtone capable de soutenir une économie du savoir du XXe siècle. Elles importent donc aussi leurs travailleurs qualifiés de l'étranger. Ce ne sont pas des États-nations viables. Et pendant très longtemps, les gens ont été tellement éblouis par la richesse et le faste du Moyen-Orient qu'ils n'ont pas vraiment compris cette question fondamentale. L'ensemble du CCG n'est qu'un immense mirage créé par l'Empire américain et la paix et prospérité de l'après-guerre froide. Aujourd'hui, avec cette guerre contre l'Iran, ce mirage s'est brisé. Tout le monde peut voir à quel point il est facile de détruire l'un de ces États-nations. Ce qui se passe actuellement à Bahreïn est en réalité une révolution, car la majeure partie du pays, environ 50%, est à majorité chiite, et ils sont gouvernés par des sunnites. Il y a donc une tension permanente. Les chiites sont naturellement sympathisants des Iraniens, et ils n'aiment pas le fait que la 5e flotte américaine soit basée à Bahreïn. Alors maintenant qu'il y a cette guerre en cours et que les Iraniens frappent des bases militaires américaines et que les Américains ont tué Khamenei, le chef religieux des chiites du monde entier, pas seulement en Iran, une fatwa, un décret religieux a été publié appelant les musulmans chiites au jihad, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il y a tous ces soulèvements au Pakistan, en Irak, au Koweït et à Bahreïn. Bahreïn est en réalité au bord de la révolution. Cela montre à quel point ces pays sont instables, même s'ils sont extrêmement riches. Les Émirats arabes unis avaient cette image de version moyen-orientale de Hong Kong, Singapour, New York ou Londres, un centre financier où les expatriés fortunés pouvaient s'installer, ne pas payer d'impôts et profiter de restaurants étoilés au Michelin. C'est une ville magnifique. Dubaï est une ville magnifique. Mais encore une fois, sa réputation repose uniquement sur sa richesse, sa tranquillité et sa sécurité. Et puis, un seul drone a suffi à briser cette image. Maintenant, tout le monde essaie de fuir Dubaï. Apparemment, les chambres d'hôtel de luxe s'y louent aujourd'hui pour aussi peu que $9 américains. Donc, si vous cherchez des vacances bon marché et un peu d'aventure, je recommanderais Dubaï. Mais bonne chance pour trouver un vol, car les Émirats ont annulé tous les vols à cause de la guerre. Les Émirats arabes unis ne vont pas survivre à cette guerre. L'Arabie saoudite est également en grande difficulté, car Riyad, une ville de plusieurs millions d'habitants aujourd'hui, n'était, il y a 30 ans, qu'une ville de quelques centaines de milliers d'habitants. Pourquoi était-ce une ville de quelques centaines de milliers d'habitants? Vous n'aviez pas accès à l'eau, ce n'était qu'un désert. Et avec des millions d'habitants, il faut d'immenses usines de dessalement. Mais on peut facilement faire exploser ces usines avec un drone de $50 000, et paralyser complètement l'Arabie saoudite. Ces nations ne sont donc pas viables à long terme. De plus, l'Arabie saoudite essaie depuis longtemps de sortir de son économie pétrolière. Pendant des décennies, elle a dépendu du pétrole. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, elle a compris qu'elle avait besoin d'une économie fondée sur la connaissance. Ils savent qu'ils ont besoin de plus de tourisme. C'est pourquoi ils ont dépensé des milliards de dollars pour développer le e-sport, attirer des stars du football comme Cristiano Ronaldo, construire de nouvelles attractions. Ils ont même voulu construire une piste de ski couverte en Arabie saoudite, dans le désert. Ils avaient quelque chose appelé The Line, qui était littéralement une ligne droite traversant la péninsule arabique. Et n'importe quel architecte pourrait vous dire que tout cela n'est qu'un ensemble de rêves insensés. Ces rêves insensés ont été rendus possibles par l'hubris, par tout l'argent et la richesse affluent en Arabie saoudite. Mais encore une fois, tout cela reposait sur la croyance que la paix et la prospérité pouvaient durer éternellement,
alors qu'en réalité, le monde est un endroit bien plus fragile. Aucune des nations du CCG n'est en fait un véritable État-nation, avec une population réelle, désireuse de maintenir ces États. C'est le premier point. Ces États arabes sont des constructions de l'Empire. Le deuxième point que je ferai est le suivant. Pendant très longtemps, l'armée américaine n'a en réalité pas eu à mener une véritable guerre. Donc, la dernière véritable guerre qu'ils ont menée était probablement le Vietnam. La guerre du Golfe en 1991 n'était pas une vraie guerre. C'était un jeu vidéo, avec ses avions high-tech capables d'incinérer les soldats de Saddam Hussein. Je veux dire, regardez simplement les images de la première guerre du Golfe. Ce n'était pas une vraie guerre, c'était essentiellement un jeu vidéo. En 2003, lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ce que les gens oublient, c'est que Saddam Hussein n'avait aucune défense aérienne. Pas une seule, d'accord? Pourquoi n'avait-il pas de défense aérienne? Parce que, tout d'abord, il avait subi plus de 10 ans de sanctions américaines, et son pays était trop pauvre pour en entretenir une. Le deuxième point, c'est qu'il savait qu'il ne pouvait pas se défendre contre une invasion américaine. Alors à quoi bon se préparer? En gros, si les Américains arrivaient, tu étais mort de toute façon. Il a donc pris un pari et s'est dit que les Américains ne seraient pas assez stupides pour envahir l'Irak, parce qu'en envahissant l'Irak, ils renforceraient l'Iran. Ils feraient de l'Iran l'hégémon, la puissance dominante. Et pourquoi les Américains voudraient-ils faire ça? Donc clairement, Saddam Hussein s'est trompé. Ainsi, 2003, la guerre d'Irak, n'était pas non plus une vraie guerre. Depuis longtemps, les Américains n'ont pas mené de véritable guerre. Maintenant, ils en mènent une. Et ce que nous voyons, c'est que l'armée américaine n'est pas aussi forte que les gens le croient. Et la raison en est que le complexe militaro-industriel est avant tout corrompu. Il n'est pas conçu pour mener des guerres. Il est conçu pour soutirer le plus d'argent possible aux contribuables sous le prétexte des guerres, n'est-ce pas? Pendant la guerre froide, il n'était pas possible pour l'Union soviétique et l'Amérique de s'affronter directement. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est investir dans des systèmes d'armes très coûteux qui donnaient une bonne image, coûtaient énormément d'argent, semblaient impressionnants sur le papier, mais ne servaient pas vraiment à grand-chose. En réalité, il s'agissait davantage de montrer sa puissance que de mener une guerre conventionnelle. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient, où l'Amérique dispose de tous ces systèmes de défense aérienne impressionnants. Le système THAAD, qui a coûté des milliards de dollars. Vous avez le système Patriot, vous avez le dôme de fer. Je veux dire, tout cela est très impressionnant. Mais regardez à quel point il est inefficace face à l'assaut iranien. Et les Iraniens ont déclaré qu'ils n'avaient même pas encore déployé leurs armes les plus avancées. Cette semaine, il ne s'agissait que de l'ancien stock de drones et de missiles redondants, destinés à affaiblir les systèmes d'armes, les systèmes de défense aérienne, des Israéliens, des Américains et du CCG. Et déjà, Israël et le CCG subissent d'énormes pertes humaines et d'importants dégâts. Ce que cette guerre nous a montré, c'est que le monde est en réalité un mirage, une hallucination. Ce que vous croyez être vrai ne l'est pas réellement. Je pense que beaucoup d'entre nous sont confus à propos de la situation en Israël, car, après tout, Donald Trump voulait aider Israël. Mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, aucune image ne sort d'Israël. Alors, que se passe-t-il là-bas que personne ne connaît? Il semble qu'une immense dévastation soit en cours, et pourtant, personne ne sait ce qui se passe. En revanche, d'Iran, comme vous l'avez mentionné, des images parviennent. Nous savons où il se dirige et quel type de dévastation se produit à Téhéran, par exemple.
D'accord. Donc il y a une très bonne raison pour laquelle aucune image ne sort d'Israël. La raison, c'est qu'Israël a été complètement humilié pendant la guerre de 12 jours. Souvenez-vous, Israël pensait vraiment qu'il lui faudrait seulement quelques jours pour détruire l'Iran, car toute sa stratégie reposait sur la décapitation, n'est-ce pas? Ils sont donc entrés pour éliminer la haute direction iranienne. Et pendant les premiers jours, c'était vraiment impressionnant. Ils tuaient des scientifiques, des généraux, des responsables, des religieux chez eux. Cela montrait l'étendue du réseau du Mossad en Iran, l'avancement de l'armement israélien et le fait qu'Israël avait une domination totale dans les airs. Et cela s'est produit à cause de la chute de la Syrie, n'est-ce pas? Après que la Syrie est tombée aux mains de l'État islamique, cela a créé un couloir aérien où les Israéliens pouvaient voler sans opposition directement jusqu'en Iran. Avant cela, la Syrie servait de système d'alerte précoce de défense aérienne pour les Iraniens, ce qui explique pourquoi ils avaient tant investi dans la protection du régime d'Assad. Au cours des premiers jours, il semblait qu'Israël était sur le point de détruire l'Iran une bonne fois pour toutes. Mais les Iraniens se sont révélés bien plus résistants que quiconque aurait pu l'imaginer. Ils ont commencé à riposter contre les Israéliens, et Israël subissait en réalité de lourds dégâts, notamment à Tel Aviv. Les images en provenance d'Israël étaient choquantes et profondément humiliantes. Et donc, les Israéliens ont en gros supplié les Américains d'intervenir pour les sauver d'une défaite face à l'Iran. C'est pourquoi Trump et les Iraniens ont orchestré, ou coordonné, ou chorégraphié ce conflit où un ou deux bombardiers B-2 sont intervenus et ont fait exploser une montagne vide. Ensuite, les Iraniens ont riposté et attaqué une base américaine vide au Qatar. Et c'est tout, d'accord? C'était la fin de la guerre de 12 jours. Puis, si vous vous souvenez, Netanyahou est allé parler à Poutine, d'accord? Il a demandé à Poutine de lui rendre un service, de parler aux Iraniens, et a dit « Écoutez, Trump dit que nous avons éliminé votre programme d'armes nucléaires, votre programme d'enrichissement d'uranium, et cela nous suffit. Alors je vous promets, Iran, que nous, les Israéliens, ne provoquerons pas un autre conflit. » Il y aura la paix entre nous. Et Poutine a transmis ce message. Cela a été largement rapporté à l'époque. Nous pensions vraiment qu'à la fin de la guerre de 12 jours, nous aurions la paix au Moyen-Orient. Parce que les Iraniens avaient montré à tout le monde qu'ils riposteraient et qu'ils en étaient capables. Et Israël n'avait pas la capacité de réellement détruire le régime, le gouvernement iranien. Malheureusement, ce n'est clairement pas ce qu'ils croyaient. Ce que je pense qu'ils ont compris, c'est, vous savez quoi, nous voulons toujours détruire le gouvernement iranien, parce que cela fait partie du projet du Grand Israël. Mais à l'avenir, nous allons simplement censurer les médias. Nous allons simplement dissimuler le fait que nous sommes en train d'être détruits par les Iraniens. Et c'est ce qui a conduit à ce blocus de l'information en provenance d'Israël. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup de destruction. Il devrait y en avoir beaucoup à Tel Aviv et ailleurs, car nous voyons les salves de missiles iraniennes, et elles sont assez impressionnantes. Mais les Israéliens pensent que s'ils cachent simplement le fait qu'ils sont en train d'être détruits, les gens continueront à les croire invincibles. C'est donc leur réponse à la perte de la guerre des 12 jours. Les Israéliens se disent « Nous n'admettrons tout simplement pas que nous sommes vaincus ». Mais en ce moment, Israël n'a pas la capacité de poursuivre cette guerre encore longtemps. Il a besoin que l'Amérique envoie des troupes au sol. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne sais pas à quel point les troupes au sol seraient capables, car elles suppliaient les groupes terroristes kurdes de faire quelque chose pour les États-Unis. Il semble que le peuple kurde, je ne sais pas, ceux qui vivent en dehors de l'Irak et du Kurdistan, pourraient ou non en faire partie.
Mais nous avons appris hier, par Kan Media, un média israélien, que l'Azerbaïdjan allait se joindre à nous dans ce combat. Je pense qu'ils essayent d'une certaine manière. Tu as mentionné l'opération sous faux drapeau, mais nous avons des informations sous faux drapeau qui circulent, car l'Azerbaïdjan sait ce qui est en jeu s'il entre dans ce conflit. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. La Russie interviendrait. Tout le concept du Caucase du Sud en serait affecté. Tu sais, la Russie combattait la Géorgie avant même que la guerre en Ukraine ne commence. Et ils savent ce qui est en jeu en ce qui concerne le Caucase du Sud et la situation de l'Iran. Alors, comment vois-tu l'ensemble du concept? Parce que d'un côté, nous savons qu'ils envisagent littéralement une invasion terrestre de l'Iran. Mais jusqu'où sont-ils réellement capables d'aller? Exactement. Comme vous le soulignez, la stratégie américaine consiste à utiliser des forces par procuration pour une invasion terrestre. C'est ce qu'ils ont fait très efficacement en Syrie et en Libye, où ils ont financé ces groupes rebelles avant de les soutenir par la puissance aérienne. Cela a été très efficace, surtout en Libye, ce qui a réellement détruit le gouvernement en place. Mais la situation en Iran est en réalité beaucoup plus complexe. En ce moment, les Américains envisagent 3 forces par procuration possibles. Les 2 premières, comme vous l'avez mentionné, sont les Kurdes et les Azerbaïdjanais. Le dernier groupe est celui des Baloutches, situés dans le coin sud-est de l'Iran, à la frontière du Pakistan. Les Azerbaïdjanais et les Kurdes se trouvent, eux, dans le coin nord-ouest de l'Iran. Les Kurdes entretiennent une très longue histoire avec les Américains. Ils cherchent depuis longtemps à obtenir l'autodétermination nationale, et leur meilleure chance s'est présentée en 1991. Après la guerre du Golfe, le président H.W. Bush a encouragé les Kurdes à se soulever contre Saddam Hussein, et ils l'ont fait. Il y a eu un soulèvement massif en Irak, et les Kurdes ont vraiment cru que c'était enfin l'occasion de bâtir leur propre nation. Mais au final, le président George H.W. Bush a trahi les Kurdes, et le soutien aérien américain promis à leur insurrection ne s'est jamais concrétisé. Ce qui a suivi fut une répression massive. Saddam Hussein, je pense, a utilisé toute la force dont il disposait. C'était simplement une répression brutale qui a tué des centaines de milliers de Kurdes. Et si vous êtes Kurde et que vous vous souvenez de cela, pourquoi feriez-vous encore confiance aux Américains? Et ce n'était pas la première fois. Cela s'était déjà produit auparavant et cela s'est reproduit de nombreuses fois par la suite. Donc, l'idée selon laquelle vous allez donner de l'argent aux Kurdes et qu'ils se précipiteraient en Iran en votre nom, je pense que c'est une illusion. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que l'intention entière d'utiliser les Kurdes est de les employer comme chair à canon. D'accord? Ce que vous voulez faire, c'est déguiser des insurgés kurdes et les envoyer en Iran. Et ce qui se passera, c'est que l'armée iranienne sera contrainte d'envoyer des soldats pour contrer cette attaque. Ces soldats seront regroupés, n'est-ce pas? Ce qui en fera une cible parfaite pour un bombardement aérien. Mais devine qui d'autre se fait tuer dans ce bombardement aérien? Les Kurdes aussi. Donc ce sont, tu sais, de la chair à canon, destinée à provoquer les Iraniens pour qu'ils entrent en conflit afin qu'ils puissent tous être détruits. Les Kurdes ne sont pas stupides, ils savent exactement ce qui se passe. Et la raison pour laquelle ils semblent prêts à y aller, c'est qu'ils peuvent sans doute soutirer beaucoup d'argent aux Américains et aux Israéliens, non? Ils peuvent probablement obtenir beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de nombreuses garanties de la part des Israéliens et des Américains. L'idée que ces types vont y aller et sacrifier leur vie pour qu'Israël et l'Amérique puissent faire avancer leurs objectifs militaires est tout simplement absurde. Personne n'est aussi stupide. Et puis, il y a l'Azerbaïdjan, non? Pourquoi diable l'Azerbaïdjan entrerait-il dans cette guerre, surtout avec la Russie au nord?
Pourquoi donner aux Russes et aux Iraniens la parfaite excuse pour diviser votre nation en deux? Si le président de l'Azerbaïdjan est assez stupide pour réellement pénétrer en Iran avec une invasion terrestre, je vous garantis que l'Azerbaïdjan, en tant qu'État-nation, ne durera pas très longtemps. La Russie cherche la parfaite excuse pour entrer dans cette guerre et créer un pont terrestre entre la Russie et l'Iran. Donc il n'y a aucune chance que l'Azerbaïdjan rejoigne cette guerre. Mais encore une fois, c'est une bonne mise en scène, non? Le président de l'Azerbaïdjan peut faire le fier, souffler et se donner des airs. Les Israéliens et les Américains vont lui donner beaucoup d'argent. Il prendra cet argent et le distribuera à tous ses proches, à tous ses partisans, à tous ses flatteurs. Cela les fait bien paraître, d'accord? Mais ces types ne sont pas stupides. Ce sont des débrouillards. Ils savent exactement comment fonctionne le jeu. Ils savent que les Israéliens et les Américains sont désespérés de trouver des forces terrestres pour faire avancer leurs objectifs militaires. Et ils ne vont pas se sacrifier. Ils ne vont pas risquer leur vie. Ils ne sont pas idiots. Mais au passage, ils peuvent soutirer autant d'argent que possible aux Israéliens et aux Américains. Et c'est exactement ce qui va se passer. John, l'une des principales questions que se posent aujourd'hui les États arabes est la suivante. Quel est l'intérêt d'avoir des bases américaines dans nos pays? Beaucoup de gens, en particulier les plus aisés, se demandent à quoi servent ces bases si elles ne nous défendent pas, si nous sommes attaqués à cause d'elles. Alors, comment voyez-vous le Moyen-Orient, l'issue de ce conflit, de cette guerre, et l'influence qu'elle exerce déjà sur ces États arabes? Eh bien, je veux dire, écoutez, pendant très longtemps, ces pays du CCG ont conclu un pacte avec le diable, n'est-ce pas? Ce pacte avec le diable, c'était ceci. Vous aviez ces régimes corrompus soutenus par l'armée américaine. L'armée américaine n'était pas présente dans ces nations pour protéger le pays. Elle était là pour protéger la famille royale et s'assurer que la famille royale obéissait aux ordres venant de Washington, D.C. Ces nations du CCG sont en réalité la pièce maîtresse de l'Empire américain. Elles vendent du pétrole contre des pétrodollars, puis réinjectent ces pétrodollars dans le système financier américain. La bulle de l'IA aux États-Unis est actuellement entièrement financée par les pays du CCG, n'est-ce pas? L'ensemble de l'économie américaine dépend désormais de la construction de centres de données, qui ne sont pas très rentables et sont très néfastes pour l'environnement. Et ce sont donc les pays du CCG qui financent la construction de ces centres de données. Tout un système de Ponzi, cette pyramide financière, ce mirage d'une économie fondée sur l'IA, s'effondre. Ces familles dirigeantes sont corrompues, arrogantes, dictatoriales, et elles utilisent ces pétrodollars pour soudoyer leurs propres citoyens. Ainsi, si vous êtes citoyen là-bas, vous bénéficiez de soins de santé gratuits, d'une éducation gratuite, d'un logement gratuit, d'un emploi garanti. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Et ensuite, ils importent des travailleurs d'Inde, du Bangladesh, des Philippines ou d'ailleurs pour faire le vrai travail. Ils embauchent des expatriés d'Europe, d'Angleterre, pour occuper les postes de cadres intermédiaires. Ils ont donc profité d'un très bon arrangement pendant longtemps. Et maintenant, ils se rendent compte que, oups, notre temps est écoulé. Ce pacte avec le diable ne va pas durer encore bien longtemps. Écoutez, je ne veux pas être trop brutal, mais je ne pense pas qu'il y ait un avenir pour aucune de ces nations après cette guerre. Comment voyez-vous l'évolution de cette guerre? Pensez-vous qu'elle va s'éterniser, une longue guerre entre l'Iran et les États-Unis? Parce que lorsque la guerre en Ukraine a commencé, nous pensions qu'elle serait courte. Mais si l'on regarde ce que la Russie a fait dans la partie orientale de l'Ukraine, elle n'est pas allée très loin. Elle a essentiellement pris le contrôle de la région de l'Est, majoritairement peuplée de Russes,
et a déclaré vouloir protéger les ethnies russes et ses populations. Même dans des villes comme Kiev, Odessa et Mykolaïv, il y a des Russes ethniques, et ils affirment vouloir les protéger eux aussi. Mais en ce qui concerne l'Iran, cela n'a rien à voir avec ces idées. Vous savez, les États-Unis attaquent l'Iran à cause de ses ressources, parce que l'Iran est une nation indépendante. C'est pour cela qu'ils attaquent l'Iran. Et je ne sais pas dans quelle mesure ce qu'ils ont en tête est réalisable en ce moment, compte tenu de la situation actuelle du conflit. Parce que Donald Trump a déclaré hier, selon Axios, qu'il avait dit aux États arabes « Je ne cherche pas un changement de régime. Je veux choisir le prochain guide suprême de l'Iran. » Vous savez, cela a un poids historique immense pour les Iraniens, car le Shah a été remplacé. C'était un coup d'État contre le père du Shah d'Iran. Ensuite, il a été placé à la place de son père à cause du coup d'État britannique. Et puis, nous avons eu le Premier ministre démocratiquement élu, Mossadegh, en Iran. Et vous savez, il y a eu un coup d'État contre lui en 1953 pour remettre le Shah au pouvoir. Ils essayent de retrouver quelque chose qu'ils ont perdu depuis longtemps. Ils tentent de rétablir le même état d'esprit dont je parle. Ce n'est pas la réalité, mais la mentalité à Washington est la même qu'à l'époque, avec les services de renseignement britanniques et de la CIA essayant d'organiser un coup d'État contre le gouvernement et de placer d'autres personnes au pouvoir sans vraiment changer tout le système. D'accord, je vais dire ceci. Quoi que vous croyiez à propos de ce qui se passe, quoi que vous pensiez qu'il va se passer, vous aurez complètement tort. Ce qui s'est passé dans le passé ne s'applique pas à ce qui se déroule en ce moment. C'est une guerre unique, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre à travers le prisme de l'histoire. D'accord? Revenez à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle continue. La Russie a gagné cette guerre il y a environ 2 ans. Les Ukrainiens ont perdu environ 1 million d'hommes en âge de combattre. Maintenant, ils enrôlent des hommes âgés, les enlèvent et les envoient sur le champ de bataille. Un tiers du pays a déjà fui l'Ukraine. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cette guerre continue. Donc d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue historique, d'un point de vue militaire, ce qui se passe en Ukraine n'a vraiment aucun sens pour moi. Pourquoi l'Ukraine n'a-t-elle pas simplement capitulé et négocié des conditions? Poutine ne veut même pas toute l'Ukraine. Il veut seulement ce qui est traditionnellement russe, c'est-à-dire les 4 oblasts jusqu'au Dnipro. Et peut-être qu'il veut aussi Odessa. Mais peu importe, vous avez perdu la guerre. Donnez-lui simplement ces territoires et qu'on ait la paix. Non? Pourquoi continuez-vous à vous battre? En fait, les Européens disent, vous savez, nous allons instaurer la conscription. Comme l'Allemagne, la Roumanie, ils adoptent des lois pour enrôler les hommes dans le service militaire. Je pense que les Européens prévoient d'ici 2029 d'entrer pleinement en guerre en Ukraine. Et là, tu te dis, eh bien, ça n'a aucun sens. Pourquoi faites-vous ça? Quel est le but? La guerre est perdue. Pourquoi envoyer de jeunes hommes mourir en Ukraine? Et personne ne sait vraiment pourquoi ils veulent faire cela. Souviens-toi, la Russie possède des armes nucléaires. Il ne faut pas trop provoquer cet ours, sinon on risque de détruire le monde. Donc, la compréhension traditionnelle de la manière dont les guerres sont menées et des raisons pour lesquelles elles le sont. Je ne pense pas qu'on puisse encore s'y fier. D'accord? Je pense que nous vivons une époque très particulière. Et le cadre qu'il faut utiliser est eschatologique, religieux. Ils font cela non pas pour gagner des guerres, ni pour contrôler des ressources, ni pour obtenir du pétrole ou maîtriser des routes commerciales. Ils font cela pour des raisons religieuses, pour instaurer un monde qu'ils croient conforme à la volonté divine de Dieu.
Il y a eu un reportage où un commandant américain a dit à ses troupes de ne pas avoir peur de cette guerre en Iran, car selon lui, elle provoquerait le second avènement de Jésus. Trump est investi d'une mission divine, d'accord? Dieu l'a choisi pour déclencher une guerre au Moyen-Orient qui entraînerait une série d'événements menant au second avènement de Jésus. Je sais que cela semble fou, d'accord? Mais gardez cela à l'esprit, car ce qui va se passer dans les prochains mois ou années sera encore plus insensé. Une chose particulièrement inquiétante, c'est la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu le plus saint du monde musulman. Seuls la Mecque et Médine sont plus sacrés. C'est à la mosquée Al-Aqsa que Mahomet serait monté au ciel. Et certains disent qu'il pourrait y avoir une opération sous fausse bannière où la mosquée Al-Aqsa serait détruite. Et pourquoi serait-elle détruite? Eh bien, parce que la mosquée Al-Aqsa se trouve sur le site du Second Temple, ou Temple de Salomon. Ce lieu est considéré comme le plus saint de la tradition juive. C'est là que Dieu réside, n'est-ce pas? Donc, si l'on veut que Dieu revienne dans le monde, il faut lui construire une demeure digne de ce nom. Et c'est le temple de Salomon, le troisième temple, comme on l'appelle. Ainsi, il faudrait détruire la mosquée Al-Aqsa. Si la mosquée Al-Aqsa était détruite, cela déclencherait une guerre religieuse entre musulmans et juifs. Chaque musulman se sentirait moralement obligé de mener le jihad contre Israël si la mosquée Al-Aqsa était détruite. Alors pourquoi ferait-il cela? Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais je dis que des choses pourraient se produire, des choses qui n'ont absolument aucun sens. Ce que je dis aux gens, c'est que tout d'abord, quelles que soient vos convictions sur le monde, elles vont être balayées, d'accord? Parce que si vous utilisez simplement la logique conventionnelle pour analyser cette guerre en Iran, cela n'a aucun sens. Même aujourd'hui, une semaine après le début de la guerre, bien que beaucoup de dégâts aient été causés et que de nombreuses personnes aient été tuées, personne ne sait pourquoi cette guerre est menée. Trump et ses partisans n'ont jamais formulé de véritable raison pour laquelle ils veulent détruire l'Iran. Tout ce que nous savons, c'est qu'au départ, Trump disait « D'accord, nous voulons éliminer les armes nucléaires. Nous voulons éliminer la possibilité que l'Iran procède à l'enrichissement de l'uranium. » Mais les Omanais, qui servent de médiateurs dans ces discussions entre les Américains et les Iraniens, nous ont déjà informés que les Iraniens avaient accepté un niveau d'enrichissement d'uranium nul, absolument nul, ce à quoi ils s'étaient pourtant opposés farouchement pendant très longtemps. Ils ont déclaré « Nous sommes prêts à renoncer pour toujours à notre programme d'enrichissement de l'uranium. » Auparavant, ils avaient insisté sur leur droit à utiliser l'enrichissement de l'uranium à des fins civiles. Mais désormais, ils disent « Très bien, nous y renonçons aussi. » Mais pas seulement ça. Ce qu'ils ont transmis aux Omanais, c'était « Hey, non seulement nous sommes prêts à abandonner notre programme d'enrichissement d'uranium, mais nous sommes aussi disposés à négocier au sujet de nos proxys, le Hezbollah, les milices chiites, le Hamas et les Houthis. Nous sommes même prêts à négocier notre programme de missiles balistiques. » Les Iraniens étaient prêts à donner aux Américains tout ce qu'ils exigeaient. Des exigences impossibles dès le départ. Et les Américains ont quand même attaqué. Alors expliquez-moi ça, d'accord? Voilà le premier point. Ensuite, le deuxième point. Trump a dit « D'accord, nous avons attaqué parce qu'Israël allait attaquer en premier. Et nous savons que les Iraniens auraient réagi en nous attaquant, donc nous avons dû les devancer en attaquant les premiers. » Mais alors, on se demande, pourquoi ne pas simplement dire à Israël de ne pas les attaquer? Non? Vous êtes la superpuissance. C'est vous qui financez Israël. C'est vous qui fournissez à Israël toutes les armes qu'il possède. Il suffirait de dire, si vous attaquez l'Iran, vous serez seul, n'est-ce pas? Et maintenant, ce qu'ils disent, c'est,
Eh bien, vous savez, c'est parce que nous sommes contrôlés par Israël. Vous êtes vraiment en train de me dire qu'une nation de 9 millions de personnes dans un désert est capable de contrôler un empire de 330 millions d'habitants. C'est complètement absurde. Toutes les raisons qu'ils nous donnent n'ont aucun sens. Ce ne sont que des mensonges, que de la tromperie. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est détruire le monde. C'est ce que nous ne voulons pas faire. Ils veulent détruire le monde parce que cela forcerait le retour de Jésus. Cela fait partie de l'eschatologie sioniste chrétienne. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire, d'accord? Mais posez-vous cette question. Tout d'abord, pourquoi cette guerre continue-t-elle? Premièrement, pourquoi cette guerre continue-t-elle? Deuxièmement, pourquoi Trump demande-t-il une reddition inconditionnelle? Pourquoi refuse-t-il de négocier tout simplement? Troisièmement, pourquoi l'Amérique voudrait-elle envoyer des troupes au sol? Quel en est le but? Vous ne détruisez pas déjà l'Iran depuis les airs? Pourquoi faut-il envoyer des troupes au sol, franchement? Troisièmement, d'accord? Et ensuite, ce que vous verrez plus tard, c'est la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Le plan est le suivant, d'accord? Il existe un plan biblique selon lequel Israël détruira cette mosquée, la mosquée Al-Aqsa, mais ils feront croire que c'était un missile iranien, d'accord? Alors, d'une manière ou d'une autre, ils vont infiltrer des agents du Mossad en Iran pour tirer un missile balistique hypersonique sur la mosquée Al-Aqsa et la détruire. Ensuite, ils diront, vous voyez, ce sont les Iraniens qui font ça pour nous provoquer. Ce sont les Iraniens qui préparent ce faux drapeau. Ce qu'ils veulent, c'est créer une guerre entre les Arabes et les Perses. Ces gens sont fous. Ils sont complètement fous. Tout cela est insensé. Prenez tout ce que vous croyez savoir sur le monde et jetez-le par la fenêtre. Faites-le. Et alors peut-être vous comprendrez ce qui se passe. Vous pourriez comprendre ce qui se passe. Mais même si vous insistez pour lire l'histoire et dire « Eh bien, vous savez, en 1969, le Shah a été renversé et les Américains étaient furieux à ce sujet », vous n'arriverez à rien ici. John, vois-tu cette guerre devenir nucléaire? Oui, c'est une très bonne question. D'accord. Très bien. Donc, nous parlons déjà de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. La raison, c'est qu'une grande partie des capacités de missiles balistiques de l'Iran sont enfouies profondément sous terre. Donc, on ne peut pas vraiment détruire ces installations avec des armes conventionnelles. Même la mère de toutes les bombes, n'est-ce pas? Une bombe énorme. Les bombes anti-bunkers ne servent à rien. D'accord. Ainsi, une arme nucléaire tactique, ne détruirait pas les installations souterraines, mais elle scellerait essentiellement les entrées. Elle les rendrait inhabitables. Elle provoquerait tellement de radiation. Donc, si vous voulez gagner la guerre de manière conventionnelle, vous pourriez devoir utiliser des armes nucléaires tactiques, surtout si l'invasion terrestre tourne mal. Matt, est-ce que tu pourrais problème des assumes horizons d'armes nucléaires tactiques? Le premier, c'est celui-ci. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déjà déclaré que la Russie garantirait le succès et la survie des Iraniens. Il y a donc déjà des discussions parmi les Russes, selon lesquelles ils soutiendront pleinement l'Iran à un moment donné. Nous savons déjà que la Russie fournit des informations de ciblage et du renseignement aux Iraniens. Et c'est exactement ce que l'OTAN a fait pendant la guerre en Ukraine. En somme, la Russie ne fait que reproduire ce que l'OTAN a fait en Ukraine. C'est une sorte de revanche, non? Finalement, je pense que ce qui va se passer, c'est ceci. S'il y a une véritable invasion terrestre, et s'il existe une menace réelle, qu'Israël ou les États-Unis utilisent des armes nucléaires parce que la guerre tourne mal, alors je pense que Poutine pourrait annoncer que l'Iran est placé sous le parapluie nucléaire russe.
Une attaque, une frappe nucléaire tactique contre l'Iran sera considérée comme une frappe nucléaire tactique contre la Russie. Et la Russie répondra par des armes nucléaires tactiques en Ukraine et contre l'Europe. D'accord? C'est une réelle possibilité. Voilà donc un premier point. Un autre point est le suivant. Nous supposons que les Israéliens et les Américains veulent gagner cette guerre sur le plan militaire. Mais réfléchissons un instant. Demandons-nous, et si, en réalité, ils voulaient cette guerre pour des raisons eschatologiques? Si l'on examine l'eschatologie des Juifs et des sionistes chrétiens, si l'on considère toutes les eschatologies, l'Amérique ne devrait pas être au Moyen-Orient. C'est contraire à la volonté de Dieu que l'Amérique soit au Moyen-Orient. Par conséquent, l'Amérique doit quitter le Moyen-Orient pour que l'eschatologie puisse se réaliser. L'eschatologie exige qu'Israël combatte le monde. L'Amérique n'est pas impliquée. Alors, comment faire sortir l'Empire américain qui soutient les nations du CCG du Moyen-Orient? Le CENTCOM est un vaste empire à lui seul, avec des dizaines de bases militaires dans toute la région. Il compte environ 50 000 soldats. Eh bien, on fait sortir l'Amérique du Moyen-Orient si elle perd cette guerre, n'est-ce pas? Tout le monde suppose que l'Amérique entre dans cette guerre pour la gagner. Mais il est aussi possible qu'elle y soit entrée pour la perdre. Auquel cas, tout se déroule comme prévu. D'accord? Donc, encore une fois, ta logique, ta compréhension de l'histoire, ton bon sens, ta foi dans le monde, mets-les de côté. L'Amérique n'est pas dans cette guerre pour gagner. Elle est dans cette guerre pour perdre. John, je pense que lorsqu'il s'agit de pétrole, de guerre, du Grand Israël, tout se résume toujours à la manière dont les BRICS réagiraient. Quel est l'avenir des BRICS? Quelle est la prochaine étape? Parce qu'à mon avis, le Caucase du Sud est le cœur de l'Eurasie. Comment vois-tu les BRICS? Parce que l'Inde, d'une certaine manière, tu vois, l'Inde est tellement silencieuse en ce moment. Elle dépendait de la Russie. Et nous avons, je dirais, une sorte de combinaison parfaite d'énergie et de production au sein des BRICS, avec l'Iran, la Russie et la Chine. Une sorte de partenariat entre ces acteurs. Alors, comment vois-tu l'ensemble du jeu influencer le concept des BRICS? Les BRICS, ça ne compte pas. Je n'ai jamais pensé aux BRICS. Je n'ai jamais fait de recherche sur les BRICS. Si quelqu'un parle des BRICS, je décroche. Je pense à autre chose, d'accord? Je me fiche des BRICS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons selon la loi de la jungle. Les forts gagnent, les faibles meurent. Les forts sont ceux qui sont prêts à se battre pour ce en quoi ils croient. Si vous êtes prêt à engager la puissance militaire, vous comptez dans ce monde. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous ne comptez pas. C'est aussi simple que ça. Oubliez les BRICS, ça ne compte pas. Oubliez ce corridor de l'or de Shanghai. Oubliez une monnaie unifiée. Oubliez le commerce. Tout cela n'a plus d'importance. Nous sommes désormais dans un nouveau monde régi par la loi de la jungle. La force fait le droit. Si vous êtes prêt à mourir pour ce en quoi vous croyez, si vous êtes prêt à envoyer des troupes se battre pour ce en quoi vous croyez, alors vous comptez. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous resterez en arrière et serez détruits un par un. C'est aussi simple que ça. Oui. John, l'autre situation au Moyen-Orient concerne la manière dont l'Iran, en tant que pays, pourrait décider de son avenir. Parce que tu sais ce qui s'est passé en Russie avant le début de la guerre en Ukraine. Il y avait des gens qui pensaient pouvoir construire un partenariat avec l'Occident, avec les États-Unis. Nous avons deux types de forces, à la fois en Russie et en Iran. Ceux qui sont principalement néolibéraux, ou proches des libéraux aux États-Unis, estiment que les États-Unis peuvent peut-être être dignes de confiance, qu'ils peuvent négocier avec eux. Mais comme nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, et maintenant avec les conflits impliquant l'Iran, c'est une crise majeure au Moyen-Orient. Alors, comment vois-tu
les politiciens, les décideurs de ces pays, prendre des décisions concernant leur avenir? Où penses-tu qu'ils situent leur avenir dans leur esprit? First of all, we assume nation-states are the Tout d'abord, nous partons du principe que les États-nations sont les principales unités d'organisation du monde. Nous supposons également que les dirigeants de ces États-nations ont réellement de l'importance. Je pense que ces deux hypothèses sont problématiques. Peut-être que les personnes qui contrôlent la Russie, la Chine, les États-Unis et Israël sont les mêmes. Je veux dire, c'est une possibilité, non? Donc encore une fois, je pense qu'il faut, face à cette guerre en Iran, faire le vide dans son esprit. Il faut examiner ses propres présupposés sur le monde, à savoir qu'il s'agirait d'une guerre de ressources entre l'Iran et les États-Unis. Je ne le pense pas. Encore une fois, le temps nous le dira. I don't think it is. And again, time will tell, okay? I don't want to say too much because people will think I'm insane. Je ne veux pas trop en dire, parce que les gens vont penser que je suis fou. Mais je ne crois pas que les États-nations soient vraiment les puissances que les gens imaginent. Il existe d'autres organisations, d'autres entités au-dessus des États-nations. On l'a vu dans les dossiers Epstein, non? Tout le monde pensait que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad ou de la CIA, faisant chanter des Américains puissants pour obtenir du soutien pour Israël. Mais quand on a réellement lu les dossiers Epstein, certaines choses étaient très déroutantes. Par exemple, pourquoi Bill Gates et Reid Hoffman allaient-ils voir Jeffrey Epstein pour lui demander de l'argent? Going to Jeffrey Epstein begging for money. Bill Gates was the richest man in the world. Bill Gates était l'homme le plus riche du monde. Reid Hoffman est milliardaire. Pourquoi vont-ils voir Jeffrey Epstein pour lui demander de l'argent, n'est-ce pas? Et puis il y a Elon Musk, qui est très riche et qui veut faire la fête avec Jeffrey Epstein. Il est presque en train de le harceler, du genre « Hey mec, j'ai entendu dire que tu organisais des fêtes incroyables, je peux venir ?» Et ensuite, ils utilisent des mots codés comme pizza et soda au raisin. Donc encore une fois, si tu regardes simplement les dossiers Epstein, la façon dont tu penses que le pouvoir fonctionne, la façon dont tu penses que le monde est dirigé est probablement fausse. C'est probablement le cas. Vous avez mentionné que l'Ukraine était perdue, que la guerre en Ukraine était perdue il y a 2 ans. Comment prévoyez-vous la guerre en Iran? Comment voyez-vous l'escalade? Et qu'est-ce que cela signifierait? Parce que si un camp gagne, l'autre perd. Quel pensez-vous être le dénouement? Quel serait le résultat? Je veux dire, le résultat est très simple. Le résultat a été prédéterminé. Il s'agit de tuer le plus grand nombre de personnes possible, de détruire l'économie mondiale entière, de détruire l'Iran, de forcer les États-Unis à quitter le Moyen-Orient, de détruire les États du Golfe, d'entraîner la Turquie dans la guerre, de conduire à la création du projet du Grand Israël, puis finalement à la Pax Judaïca, et ensuite de créer les conditions d'une autre guerre mondiale, appelée la guerre de Gog et Magog, où la Russie et l'Iran attaqueront ensemble Israël, ce qui marquera la fin du monde. C'est un scénario, c'est le plan qu'ils ont en tête. Tout a donc été prédéterminé, entièrement écrit à l'avance. Et c'est exactement ce qui va se passer. La seule question, c'est le délai. Combien de temps cela prendra-t-il? Mais ils enverront des troupes au sol en Iran. Ce sera un désastre, et l'Iran sera anéanti. L'Amérique sera contrainte de quitter le Moyen-Orient, et Israël deviendra la seule puissance en place là-bas. C'est ce qui va se passer. Oui. Penses-tu que la direction au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, serait principalement influencée par les Israéliens? Parce que comme tu l'as mentionné, c'est une nation de 9 millions d'habitants, et nous savons qu'ils n'ont pas les capacités, les effectifs, pour occuper tout ce territoire. Alors, comment vont-ils gérer cela?
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran ou de la Turquie. Tu veux dire qu'il commencerait par l'Iran, puis s'en prendrait à la Turquie, mais dans l'ensemble de la région. Physiquement, Israël n'en a pas les moyens. Yes, they are. Yes, they are. Oui, Because c'est le again, cas. you have these assumptions Oui, on c'est le how cas. the world works. Parce qu'encore une fois, tu pars de certaines hypothèses sur la façon dont le monde fonctionne et dont le pouvoir est contrôlé. Tu penses qu'il faut de la population. Non, c'est pas nécessaire. De nos jours, avec l'IA et la technologie, voici ce que tu peux faire. Tu peux importer de la main-d'œuvre. Je parle de ce qui se passera après la guerre, d'accord? Quand des millions de personnes seront mortes et que les États du Golfe seront détruits. Il y aura aussi beaucoup de pertes humaines en Iran et en Israël également. Et Israël cherche à devenir un empire mondial, donc il lui faut de la main-d'œuvre, je le souligne, n'est-ce pas? Alors que fais-tu? Eh bien, tu importes la main-d'œuvre d'Inde, de Chine et des Philippines. Et que fais-tu? Tu les pucerais. What do? You microchip them, right? So that you can surveil them. You can control Ainsi, their emotions. vous pouvez les surveiller, contrôler leurs émotions, leur administrer des drogues. Ce sont vos esclaves. Vous en avez des millions et des millions, peut-être une centaine de millions, qui seront les robots humanoïdes de votre empire. Et tout cela peut être réalisé avec la technologie actuelle. Vous n'avez pas besoin de créer de nouvelles technologies pour le faire, mais il vous faudra un état de surveillance fondé sur l'IA. Et c'est pour cela que Palantir a une telle valeur, n'est-ce pas? Parce que l'idée, c'est que ces entreprises d'IA qui sont actuellement incubées aux États-Unis, Palantir en particulier, viennent rejoindre la Pax Judaïca, viennent en Israël et dirigent l'état de surveillance. Voilà le plan. That is the plan. Oui. Et penses-tu que la guerre va atteindre l'Asie de l'Est? Est-ce qu'elle va arriver jusqu'au Japon ou à la Corée du Sud? Comment vois-tu les choses? Parce que si l'on pense au grand plan, ce serait, tu sais, la Russie, l'Iran, puis Taïwan, peut-être la Chine, peut-être le Japon et la Corée, les amenant dans le conflit avec Taïwan. Taïwan est d'une certaine manière différente. C'est une petite île qui peut être contrôlée d'une certaine façon. Et ce n'est pas comme l'Ukraine, où l'on peut fournir des armes aux Ukrainiens sur le terrain. Comment vois-tu la situation mondiale dans son ensemble? Écoute, si tu parles de l'Asie du Sud-Est, d'accord. Encore une fois, tes suppositions sur le monde sont tout simplement fausses. C'est la loi de la jungle maintenant. Celui qui est prêt à se battre, celui qui est prêt à mourir, gagnera. Oui, on dirait qu'on a perdu Jiang. Et laisse-moi, oui, tu es de retour, Jiang. Écoute, il faut voir le monde non pas à travers un prisme économique, d'accord? L'économie n'a pas d'importance. Tout repose sur la volonté de ta population de faire la guerre et de mourir pour ce en quoi elle croit, d'accord? Et il y a exactement 4 nations en Asie du Sud-Est qui ont une histoire de sacrifice pour leurs convictions, d'accord? Ce sont le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord et le Vietnam. For Southeast Asia will be between these 4 nations. Waouh! Et penses-tu que l'Iran et la Russie survivront au conflit actuel? So, Russia is clearly winning the war. Ainsi, la Russie a clairement remporté la guerre en Ukraine et elle deviendra une puissance dominante en Europe, ce qui forcera l'Allemagne à s'affirmer en réaction à la Russie. Ce qui va se passer, c'est que l'Empire américain financera et soutiendra la montée en puissance de l'Allemagne comme contrepoids à la Russie. Mais je pense que, même s'il pourrait se livrer à quelques guerres, à long terme, il y aura une grande alliance entre l'Allemagne et la Russie. Et ce sera la nouvelle puissance mondiale. Je pense qu'une grande alliance entre l'Allemagne et la Russie serait irrésistible.
En Asie du Sud-Est, la nouvelle puissance sera le Japon. Ainsi, les trois grandes puissances du monde seront une alliance germano-russe, Israël au Moyen-Orient et le Japon en Asie de l'Est. L'Amérique émergera comme la puissance dominante de l'hémisphère occidental, car elle n'a pas de véritable concurrent. Mais on peut s'attendre à ce qu'elle soit confrontée à de nombreux problèmes. Elle connaîtra des guerres civiles et devra défendre ses territoires en Amérique du Sud et dans les Caraïbes contre des insurgés guérilleros cherchant la souveraineté. Le monde se dirige vers une nouvelle ère, un monde nouveau et audacieux que nous n'avons jamais connu. Il y aura un chaos total. Et pour être tout à fait honnête, l'objectif semble être de tuer le plus grand nombre de personnes possible, car le monde ne peut pas soutenir 8 milliards d'habitants. L'idée serait donc de créer autant de conflits que possible afin de réduire la population, rendant ainsi la gouvernance et l'application de l'obéissance plus faciles. Encore une fois, je ne veux pas trop en dire, car je ne veux pas paraître complotiste, dérangé ou fou. Mais si tu veux survivre à ce qui arrive, tu dois te préparer mentalement. Tu dois te dire que peut-être ce que tu crois sur le monde est faux. Peut-être que les BRICS n'ont pas d'importance. Peut-être que la Chine n'a pas d'importance. Peut-être que tout cela n'est qu'une illusion. Peut-être que ce sont tous ces mensonges que les médias nous ont servis pour nous empêcher de comprendre ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, ce n'est pas une guerre financière. Ce qui se passe vraiment, ce n'est pas une guerre matérielle ou militaire. Ce qui se passe, c'est une guerre spirituelle. C'est ça la véritable réalité. Mais les États-Unis ne sont pas si capables, John, après tout. Les États-Unis ont mené toutes ces guerres et ils ont été vaincus dans chacune d'elles. Et souviens-toi, ce sont les faits. Ils sont restés en Afghanistan pendant 20 ans. Ils l'ont prise aux talibans pour la leur rendre avant de partir. L'Afghanistan aujourd'hui n'est plus entre les mains des États-Unis. L'Irak, c'est pareil. Regarde simplement ce qui se passe en ce moment en Irak. Tu sais, toutes les bases militaires américaines là-bas ont été détruites, ainsi que les armes qu'elles contenaient. Alors, quel pouvoir ont-ils vraiment pour poursuivre cet agenda? Je ne vois pas cela se produire, car les États-Unis ne deviennent pas plus forts. Ils ne se renforcent pas en Asie de l'Ouest. Écoute, ta compréhension du monde est limitée, d'accord? Tu penses que les États-Unis comptent vraiment. Tu crois que les États-Unis sont allés en Afghanistan et en Irak pour gagner la guerre, pour contrôler ces endroits. Mais Julian Assange a dit quelque chose de vraiment important. Ce qu'il nous a révélé, c'est ceci. Le but n'est pas d'avoir des guerres victorieuses. Le but, c'est d'avoir des guerres sans fin, afin que le complexe militaro-industriel, ce système de sécurité transnationale, puisse voler l'argent du contribuable américain. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. L'Amérique, ses États-nations, ne sont qu'un hôte. Ce qui compte, c'est le parasite. Ce qui compte, ce sont les sociétés secrètes, ces groupes de capitaux transnationaux. Voilà qui contrôle le monde. Ce sont eux qui sont derrière tout cela. La Chine, Israël et les États-Unis. Ils orchestrent ces guerres pour extraire le plus de richesses possible de leurs États-nations hôtes avant que ceux-ci ne s'effondrent. Très bien, c'est ce qui se passe. Ces parasites veulent que l'Amérique perde sa guerre contre l'Iran afin de pouvoir provoquer l'effondrement total de l'économie américaine et plonger des millions de personnes dans une pauvreté absolue où elles ne posséderont rien et seront heureuses. Voilà le plan. Vous avez 4 200 $ de dette. La seule façon de vous débarrasser de cette dette est de détruire l'économie américaine en la faisant complètement s'effondrer. Oui, tu veux dire les États-Unis en ce moment. Le but, c'est d'être vaincu en Iran? Ou bien ils sont censés gagner en Iran?
Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis ne contrôlent pas les États-Unis. C'est ce que je veux dire. 80% des Américains ne veulent pas de cette guerre en Iran, d'accord? 80% des Américains disent « Nous ne voulons pas de cette guerre ». La plupart des gens y sont opposés. Même si, traditionnellement, une fois qu'un pays entre en guerre, le public soutient fortement l'armée. Mais le peuple américain ne soutient pas du tout celle-ci. Et parlons des troupes au sol. Le public américain, encore une fois, ne veut pas de troupes au sol en Iran. Devinez quoi? Cela n'a aucune importance. Personne ne s'en soucie. Personne ne se soucie de ce que veut le peuple américain. Environ 99% des Américains disent « Nous ne voulons pas de cette guerre ». Pourtant, ils vont quand même la mener. Donc, clairement, l'Amérique n'est pas une démocratie, d'accord? Et ensuite, on se dit « Bon, en novembre, il y aura les élections de mi-mandat et les démocrates arriveront pour mettre fin à cette guerre. » Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Même si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat, ce qui est d'ailleurs suspect et peu probable, vu ce qui se passe, même s'ils gagnaient une fois au pouvoir, le Congrès permettrait encore à Trump de mener cette guerre. Les démocrates n'ont absolument rien fait pour empêcher Trump de poursuivre cette guerre. Le Congrès a l'obligation constitutionnelle de déclarer la guerre et il aurait dû organiser un vote pour empêcher le président de la déclarer. Cela s'appelle la loi sur les pouvoirs de guerre, d'accord? Elle aurait dû être programmée avant le début de la guerre. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont prévu le débat sur la loi sur les pouvoirs de guerre pour le mardi, environ 4 jours avant l'attaque réelle. Donc ils savaient que l'attaque allait avoir lieu. Ils l'ont programmée à un moment précis où elle ne serait pas pertinente, d'accord? Ainsi, le Congrès n'empêche pas le président. Le Congrès permet au président d'agir. Troupes au sol, d'accord? Troupes au sol. Pas une force puissante unique. Aucun démocrate n'a dit « Je suis contre l'envoi de troupes au sol ». Ce qu'on a, ce sont des gens comme Chuck Schumer qui disent « Oh, vous savez, j'ai examiné les preuves, j'ai été informé par Marco Rubio, et oui, la situation est pire qu'on ne le pensait. » Donc tout cela n'est qu'une tromperie, une illusion. Ce qui va se passer est déjà décidé. Tout est écrit d'avance, d'accord? Et l'idée que le peuple américain puisse voter pour s'en sortir, non, il ne le peut pas. C'est comme 99% de l'humanité, peut-être même plus que ça. Il n'y a peut-être que quelques milliers de personnes réellement aux commandes, mais elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Mais tout tourne autour des États-Unis. Et beaucoup de gens en Iran disent que peu importe ce qu'ils pensent, s'ils veulent envahir l'Iran, qu'ils viennent, nous les attendons. C'est pourquoi ils se préparent à une invasion terrestre. Ils croient vraiment pouvoir vaincre les États-Unis sur le terrain également. Et c'est là tout le calcul. Ce que vous venez de mentionner concerne entièrement les États-Unis et ce qu'ils ressentent. Nous connaissons ce sentiment. Et l'agenda des États-Unis n'est pas le but final. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, c'est la combinaison des deux forces, comme nous l'avons vu en Ukraine. En Iran, il y a un calcul entre deux alternatives, les États-Unis et l'Iran. Deux agendas s'affrontent. Et peu importe s'ils veulent envahir l'Iran, ils vont répondre, ils vont détruire ceux qui tenteront d'envahir l'Iran. Écoutez, je veux dire, je l'ai dit de très nombreuses fois. D'accord? Les États-Unis vont envahir l'Iran et les Iraniens vont détruire la force d'invasion américaine. Mais ce que je dis, c'est que c'est là-dessus qu'ils veulent que vous vous concentriez. C'est à cela qu'ils veulent que vous pensiez. Et je dis que tout cela n'a en réalité aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est que nous comprenions qui se cache réellement derrière le rideau et tire les ficelles. D'accord? Quelqu'un fait cela. Ce n'est probablement pas Trump, parce que, c'est pas Trump qui fait ça. Ce sont d'autres personnes qui le font. Donc la première question est,
Qui fait réellement tout cela? Et comment parviennent-ils à le réaliser? Et c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. C'est la guerre que nous devons mener. Ce n'est pas une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Cela n'a finalement pas vraiment d'importance. Iran, that doesn't really matter in the end. It's really about a war of self-knowledge. C'est vraiment une guerre de connaissance de soi. Chacun de nous a-t-il la volonté, le courage de chercher la vérité, même si cette vérité peut briser notre propre perception de la réalité, d'accord? Alors, laissez-moi conclure sur cette idée, d'accord? Laissez-moi vous dire ce que nous devons faire si nous voulons gagner cette guerre individuellement, d'accord? L'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon se présente ainsi. Tout le monde est enchaîné au sol, d'accord? Vous êtes entravé, vous ne pouvez pas bouger, pas même la tête, à cause de la chaîne. Vous ne pouvez que regarder droit devant vous. Vous faites face à un mur vide, d'accord? Derrière vous, il y a un feu. Derrière vous, il y a ce feu. Behind you is a fire. Behind you is this fire. And then there are certain people. Et puis il y a certaines personnes, l'élite, le véritable pouvoir dans le monde, qui installent ces marionnettes. Le feu reflète alors leurs mouvements sous forme d'ombre sur le mur. Et ce que nous faisons, c'est regarder le mur et créer notre propre réalité. Nous inventons un langage. Nous inventons des histoires à propos de ces ombres sur le mur. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous pensons que tout est réel, mais tout n'est qu'une illusion. Les gens derrière le feu, ceux qui tirent les ficelles, ce sont eux le véritable pouvoir. Les États-Unis, la Russie, la Chine, cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, tout cela n'est qu'une illusion destinée à vous distraire pour vous empêcher de vous retourner et de comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses. D'accord? Et c'est là un défi pour nous en tant qu'êtres humains. Ne pas nous laisser entraîner dans ce conflit qui se déroule sous nos yeux. Pensez que d'accord, il est vraiment important de savoir qui va gagner, les États-Unis ou l'Iran. Cela n'a pas vraiment d'importance. Que cela compte de savoir si Israël devient un empire ou non. Cela n'a pas d'importance. Que cela compte de savoir si le Brexit réussit ou non. Cela n'a pas d'importance. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est notre compréhension du monde. Ce qui compte, c'est notre désir, notre courage de chercher la vérité, aussi douloureuse soit-elle. C'est cela qui compte. Merci. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Ces questions, d'une certaine manière, vous savez, beaucoup de gens poseraient telle ou telle question. Mais nous devons explorer. Nous devons découvrir votre compréhension du monde, ce qui a été incroyable pour moi à entendre et à comprendre. Et je pense que c'est aussi utile pour beaucoup de personnes qui nous regardent. Ce fut un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Jiang. D'accord. Merci de m'avoir invité, Nima. Ouais. Décidé? Au revoir.